90 minutes, c'est le temps de match de football. 90 minutes, c'est aussi dès cet instant le chrono lancé, mesdames et messieurs, pour faire le tour des questions autour du sport, de l'actualité en relation avec ce qui a marqué les récentes journées après la dernière parution de votre émission du jeudi sur Canal 2 International. Nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir. Question de sport aujourd'hui va s'intéresser naturellement à la Coupe du Monde de volleyball U18. Les cadettes ont donc arraché leur première victoire. Victoire pour l'honneur puisqu'il s'agit des matchs de classement pour le bas du tableau. Mais victoire quand même alors que les seniors dames, elles, vont lancer la compétition du mondial du côté du Japon dans 48 heures seulement. Et comment ne pas parler de Samuel Eto'o, la légende, qui raccroche donc les crampons. Et Samuel Eto'o qui l'a annoncé donc alors qu'on était encore dans les échauffourées du litige ou alors du duel FECA Foot LFPC. Le Pichichi annonce donc la fin de sa carrière de footballeur, lui qui est déjà retraité avec l'équipe des Lions Indomptables. Quelle perspective pour Samuel Eto'o dans le football? On évoquera quelques questions et peut-être des solutions dans cette édition. On ne saura ne pas parler de la qualification physique est descendu, touché du doigt l'état de ralentissement, il faut le dire, des travaux en relation avec les préludes de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais avant le championnat d'Afrique des Nations pour 2020, le ministre, après le tour des stades et ici à Douala, avant d'aller du côté de Limbé, constate, comme nous autres, que les choses n'avancent pas beaucoup. Un vrai serpent de mer. On se posera la question de savoir pourquoi et peut-être trouverons-nous la solution ensemble. Sur ce plateau, je ne serai pas seul pour cette édition du 12 septembre 2018. Mesdames et messieurs, le temps du respiration. On présente nos panélistes. Avec nous donc ce soir et en direct pour parler des questions de sport, Léger Tientieux, journaliste de sport qui nous fait le bonheur de sa présence ce soir à l'antenne de Canal 2. Bonsoir Léger Tientieux. Bonsoir Aimé, bonsoir au panel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Comment on se retrouve, mais dans un autre dispositif. Bien sûr. Sur Canal 2, c'est la même équipe, même si on peut changer tactiquement les dispositions des différents joueurs. Et vous, Léger Tientieux, on en parlait encore tout à l'heure, on ne peut ne pas évoquer la question de la sortie du chef de l'État. Est-ce qu'il fallait s'attendre à des propos sur le sport, ou alors tout le monde peut dire que personne ne savait que c'est ce qu'il allait faire? Ben, en tant que journaliste sportif, je me serais attendu à ce qu'il parle du sport, notamment l'organisation, la CAN manquée de 2019 et l'organisation de la prochaine CAN de 2021. Malheureusement pour moi, il n'a pas touché un mot. J'aurais souhaité qu'il nous dise pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas pu tenir son engagement, puisque c'est lui-même qui l'avait annoncé de manière solennelle à l'occasion d'un discours que le Cameroun devait être prêt le jeudi. Mais il fallait certainement que dans son discours, qu'il dise, il donne des raisons de ce glissement-là et que ceux qui ont fait en sorte que cette CAN 2019 est capotée puisse quand même être sanctionné. Donc c'est une petite déception qu'il n'ait pas touché un mot là-dessus, qu'il n'ait même pas dit comment est-ce que la préparation de la prochaine CAN arrivait pour assurer les Camerounais. Eh ben, je crois que quand il a fini de dire ça, on a coutume de dire que le temps du président n'est pas le temps du citoyen. Forcément, il reviendra là-dessus. Voilà, en tout cas, à côté des questions sociopolitiques qui touchent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il fallait forcément s'attendre aussi à un mot sur le sport. On a parlé de victoire, mais pas forcément en relation avec les récentes performances de nos équipes nationales. Il sera de la partie pour ces 90 minutes de questions de sport. Il est communicateur et team manager pour l'une des sélections de volleyball. Le volleyball fait l'actualité depuis presque 4 mois avec chaque demi-mois, une compétition, et les Lions cadettes sont montées au filet. Elles n'ont pas pu continuer pour la suite avec les quarts de finale, mais se battent à rentrer avec les honneurs. Martin Mapak, bonsoir. Bonsoir Aimé et merci de m'avoir invité. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une contre-performance pareille des Lions? C'est vrai que c'est leur première véritable compétition pour la sélection des moins de 18 ans du côté de l'Égypte pour le mondial de volleyball. Parler de contre-performance à laquelle on devait s'attendre, c'est un peu aller trop vite en besoin, mais c'est une compétition qu'elle découvrait. Donc nous tous, nous l'avons découverte avec elle. Il s'est agi
de voir à quoi elle ressemble. Et puis maintenant, je crois que la prochaine fois qu'on ira, avec les coachs et tout le monde, on saura un peu qu'est-ce qui n'a pas marché et pouvoir accorder nos violons pour que ça aille mieux. On peut penser donc que le Cameroun allait à l'école du haut niveau, puisque résolument, ce qu'on a vu sur toutes les rencontres, c'est de Mikasa, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Oui, il faut quand même noter que avant de gagner ce match contre la République démocratique du Congo, elles ont pris 2-7 au Porto Rico, elles ont pris un 7 à l'Égypte, ce qui n'est pas mal du tout. Donc elles sont allées un peu crescendo, elles ont perdu 3-7 à 0, 3-7 à 0, elles ont pris un 7 contre l'Égypte, contre le Porto Rico, elles ont pris 2-7 et puis à leur match d'aujourd'hui, elles ont gagné. Donc je pense que on pourrait parler quelque part de retard au démarrage. En tout cas, on aura le temps de revenir sur la question, même si nos téléspectateurs retiendront que les Lions n'avaient pas encore gagné jusque-là. Au moins une victoire pour l'honneur avant le dernier match de classement, ce sera demain. On aura le temps de revenir sur la question. Et avec nous, un technicien de sport très connu sur les plateaux pour la pertinence de ses propos, le coach Billet Tanga. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Et quand on parle de vous, on parle de quelqu'un qui connaît bien les Lions, notamment Moukandjo. Lui aussi qui fait l'actualité. Il revient dans un championnat compétitif par rapport à où il était. Moukandjo retraité aussi comme Samuel Eto'o, mais qui poursuit avec le football et le devant de la scène. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ou alors c'était une fin déjà pensée pour le champion de la dernière, j'allais dire, de la CAN 2017? Une fin déjà pensée, je pense pas véritablement. C'est vrai que Moukandjo est trentenaire, je crois qu'il a 30 ans. Le 12 novembre prochain, il fêtera son 31e anniversaire. Aujourd'hui, avec tous les progrès qu'il y a au niveau de la préparation athlétique, les joueurs jouent de plus en plus vieux. Donc, je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Le problème, c'est qu'il s'était expatrié il s'était exilé du côté de la Chine dans un championnat qui n'est pas réputé pour son grand niveau. Donc forcément, ça a dû laisser quelques traces. Mais, par rapport à son âge, je pense qu'il a encore quelques années devant lui pour pouvoir continuer à évoluer au haut niveau. Là, il faudrait bien que son organisme tienne par le simple fait que justement, il aura peut-être passé 2 ans à peut-être à un niveau relativement bas. Donc, il revient à un niveau suffisamment élevé avec de la volonté de la discipline. Alors, la question de Moukandjo intéresse tous les panélistes sur ce plateau. Les Gétientieux, Lens, ce n'est pas une petite équipe. Une équipe d'ailleurs qui a un passé très proche des joueurs africains et même camerounais. Est-ce que ce serait une façon pour lui de se racheter auprès de ses fans et même lui camerounais, parce qu'on lui a aussi fait le reproche de très vite être parti du côté d'un championnat dit exotique en Chine? Ben, il faut dire que c'est un choix personnel parce que souvenez-vous qu'il sort quand même de ce championnat de France, le championnat dont il maîtrise pour avoir évolué avec Lorient, avec l'AS Nancy, avec Monaco. Donc c'est un championnat qu'il connaît très bien. Il est parti en Chine parce que ça correspondait certainement à ses ambitions de carrière. Il a joué, il a changé de club là-bas, mais il a été il était un tout petit peu perdu de vue depuis un certain moment. Heureusement qu'il était libre, il a pu s'engager avec le RC Lens, qui est un club de Ligue 2, qui a joué les barrages la saison dernière. Et comme le coach l'a dit, il a encore de belles années devant lui. C'est un joueur, s'il continue à travailler, et il va certainement faire plaisir et aider cette équipe à retrouver rapidement l'élite du football français. Donc je crois en lui parce que lui, au moins s'il connaît ce championnat, il va certainement jouer dans un club qui est habitué avec les Africains. Souvenez-vous que Marc-Vivien Fouet de mémoire avait joué dans ce club. Donc c'est un club qui est habitué avec des Africains, le connaissant comme un joueur talentueux, le connaissant comme un joueur travailleur. J'ose croire qu'il va aider forcément les Lensois à retrouver la première division ou alors la Ligue 1. À 30 ans, il est encore en jambes, il est désormais sur le même statut que les joueurs tels que Nkoulou et les autres qui ne sont plus en sélection. Est-ce que ça peut être un retour utile pour les prochaines années? Martin Mapak, vous suivez l'actualité du football aussi. Est-ce que Moukandjo revient dans un championnat beaucoup plus médiatisé pour se refaire une santé et prétendre, pourquoi pas, revenir en sélection? On a vu des retournements de situation pareils. Au-delà d'un championnat médiatisé, c'est un championnat d'une bonne facture, qui est une bonne chose pour un joueur de football
qui estime qu'il a encore quelque chose à donner, hein, à se prouver à lui-même et puis à donner au grand public de ses fans. Et je pense que c'est une très bonne chose pour lui que de revenir vers la civilisation du football. Voilà, façon de parler. En tout cas, on va se repencher sur la question. En attendant ces premiers résultats, la valse des retraités, on peut le dire, hein, un qui raccroche ses crampons, l'autre qui revient dans un championnat plus compétitif. C'était juste pour la mise en matière de cette ouverture de questions de sport. La transition nous permet d'évoquer le premier thème. On parle de volleyball. On monte au filet après cette transition. Avec le tour de ce plateau, on évoque cette fois l'actualité du volleyball, c'est l'actualité du sport aussi depuis plusieurs semaines, voire des mois, puisque on a vécu la CAN féminine, la CAN masculine, les Jeux africains aussi, et après les sélections seniors, dames et messieurs, on rappelle que les dames ont arraché un deuxième titre de champion d'Afrique, les messieurs sont sortis vice-champions contre la formation de l'Égypte. Et maintenant, aux Jeux africains, elles ont fait le chassé-croisé, les messieurs qui ont remporté le titre et les dames qui sont tombées contre le Kenya. Et là, leur sœur cadette, en image, sur le match de ce matin, était face à une formation de la RD Congo, moins nantie techniquement que la Chine, que l'Égypte et les autres cadors pour le mondial du côté de l'Égypte. Martin Mapak, on va dire simplement que les Lions arrachent une première victoire, mais on a tendu le micro avec notre correspondant depuis l'Égypte qui vit la compétition à deux dames, naturellement, la joueuse la plus expérimentée du groupe, Manuela Bimbine, qui est très présente et même est dans l'effectif senior dame, et puis le coach Rose Bellin qui s'exprime après ce match, et d'ailleurs le coach qui plante les décors du match demain contre la Biélorussie. On les écoute dans un instant. Nous sommes très contentes d'avoir gagné le Congo. Pas le Congo, d'avoir remporté notre premier match parce que c'est le premier match que nous gagnons depuis le début de cette compétition. Chacune a pris sa responsabilité. Surtout, je pense que c'est parce que c'était le Congo en face et se sont dit que le Congo ne devrait pas nous gagner. Donc elles ont osé prendre des responsabilités. Nous avons osé prendre nos responsabilités, je pense. C'est difficile de dire que tout a marché. Non, tout n'a pas marché. Il y a eu un peu un manque de respect de consignes toujours sur notre positionnement en défense en 5 par rapport au bloc en ligne. Donc ça c'est des choses qu'il faudrait travailler lors des prochaines échéances, voire même avant avec les entraîneurs qui vont repartir avec les filles sur le projet. La Biélorussie c'est aussi une grande nation de volley, comme le Cameroun d'ailleurs. Donc demain, il faudrait qu'on aborde le match, sachant que c'est notre dernier match de la compétition. Il faudrait qu'on soit vraiment, qu'on soit libre, quoi, qu'on se dise, se fait plaisir, et puis finir sur une bonne note. On vient de suivre Rose Bellin, le coach principal de cette équipe des moins de 18 ans de volleyball. L'assistant simplement, c'est Tonton, qu'on a eu l'habitude de voir aux côtés de ses filles. Elle semble un peu plus sereine, mais il fallait attendre l'avant-dernière marche pour la sortie, le Cameroun qui accroche une victoire. Demain, ce sera la Biélorussie. Martin Mapak, on a beaucoup parlé de la refondation du côté de la Fédération camerounaise de volleyball. Est-ce que le résultat que nous avons aujourd'hui peut être une des formes plutôt manquées de cette refondation par rapport à cette pépite qui a eu quand même plus de 3 mois de préparation pour ce mondial? Écoutez, la refondation ne se fait pas, elle a sa base se fait sur le long terme, le moyen terme. Et il a fallu remettre cette pépinière en marche parce que depuis que l'histoire du volleyball au Cameroun, on n'a jamais entendu parler d'une sélection cadette qui prend part à des tournois. Jusqu'ici, ça n'a été que des sélections
seniors. Et il fallait bien maintenant préparer la relève de la grande cuvée qui est en train de partir, parce que quoi qu'on dise, elle va partir. Donc il faut maintenant mettre en place quelque chose, une stratégie qui va remplacer celle-là. Donc il fallait que ces enfants commencent déjà à se frotter au haut niveau, parce que le haut niveau, c'est d'abord tout un décorum qui tranche nettement avec ce à quoi on est habitué. Donc cela seul est un facteur qui peut démobiliser, déconcentrer les enfants, les athlètes à un certain niveau. Et puis il faut savoir que c'est un pilier, c'est un axe de la politique de la refondation, parce qu'il n'était pas question qu'on commence à récolter ces fruits au bout de 4 ans. Oui, mais on a vu la préparation de cette équipe, on a vu le projet études sport avec une sélection carrément qui a été prise en charge par la fédération et puis par les parents des joueuses de volleyball qui allaient à l'école et qui faisaient le volley aussi en option. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser, les GTNT, que c'est beaucoup plus psychologiquement qu'elles sont tombées du côté de l'Égypte quand on voit le match contre la Chine? L'Égypte, Porto Rico, elles auraient pu, ou alors techniquement c'était... Je crois qu'il y a une préparation psychologique qui n'a pas été bien faite, parce qu'en réalité, on a comme eu l'impression qu'elles sont parties avec les coups bras, donc elles avaient un tout petit peu, et ça fait partie, comme Martin l'a dit, ça faisait partie aussi de l'apprentissage. C'était la première fois que ces filles jouaient à ce niveau-là. C'est vrai qu'elles ont eu quand même quelques stages, mais il faudrait véritablement des bons stages qui seraient sanctionnés par des matchs amicaux d'un certain niveau pour qu'elles puissent être au top. La même valeur internationale. Exactement, pour qu'elles puissent être au top. Moi, je pense que honnêtement, il y a de la matière dans cette sélection-là. Maintenant, il faudrait véritablement qu'on puisse avoir des plans, on puisse avoir un championnat jeune qui puisse les mettre en jambe, parce qu'en réalité, lorsqu'on écoute quand même l'entraîneur de cette formation-là, on se rend bien à l'évidence qu'il y a quand même quelques fautes qui ont permis à ce que cette équipe ne puisse pas donner la plénitude de son talent. On a par exemple certaines joueuses qui faisaient beaucoup de fautes techniques. On a aussi des sauts de concentration. Donc ça fait partie des éléments qu'on peut corriger dans des stages. Donc c'était l'apprentissage. Heureusement que cette sélection s'en sort au minimum avec une victoire, en espérant que demain elles vont réussir à battre la Biélorussie. Mais je crois que c'était d'abord l'apprentissage. Voilà. Il faut les féliciter parce qu'elles ont pu arracher quelques sets face à des grandes sélections qui sont mieux classées que notre sélection. Il y a de la matière. Il faudrait véritablement que la fédération du volley puisse continuer à travailler en vulgarisant, en permettant à ce qu'on puisse apprendre ce métier, à pratiquer ce métier dès le plus jeune âge pour arriver à 18 ans étant bien formé et être sûr d'aller rivaliser avec les plus grosses nations dans ce domaine-là. On a des formations comme la Chine, on joue à partir de 4 ans, 5 ans au volley. Par exemple. On peut comprendre qu'après soit à jour. Coach Billet Tanga, vous êtes détecteur de jeunes, vous êtes encadreur des jeunes. Quand on a ce mental pour des filles qui découvrent la compétition, la plupart qui prenaient aussi le vol pour la première fois, est-ce qu'on aurait axé la préparation beaucoup plus sur le plan psychologique, ou alors techniquement il aurait quand même fallu comprendre que le Cameroun allait surtout apprendre à cette compétition du mondial et non de la CAN? Donc, toutes les équipes ne vont pas en compétition avec les mêmes objectifs. Donc, il y a des pays qui sont arrivés dans cette compétition avec l'objectif affiché d'essayer de remporter cette compétition. Le Cameroun n'était pas dans ce cas. C'était la première fois qu'une sélection nationale du Cameroun d'une telle, catégorie d'âge participe à ce genre de compétition. Donc, c'était beaucoup plus pour apprendre. Mais maintenant, pour apprendre, il y a plusieurs volets sur lesquels on va tabler, évidemment. Lorsqu'on est dans cette optique-là, on travaille pour le long terme. On travaille pour le moyen ou pour le long terme. Donc, à certains moments, même gagner trop tôt peut en fin de compte devenir un inconvénient pour mettre en place une fondation durable, donc des progrès assez durables. Les filles, elles sont allées, elles ont appris malgré tout ce qui se passe, elles ont pu prendre quelques sets aux nations beaucoup plus huppées. Ça forge les mentalités, ça donne plus de confiance désormais à ces jeunes filles. Tout cela, ça fait partie de l'apprentissage. Évidemment, il y a un staff technique qui est performant, qui est compétent, qui est avec ces filles, qui a noté
les différences qu'il y a, notamment sur le plan technique. Mais là, ça vient de la formation, parce que le coach, malgré tout son talent, est obligé d'utiliser les joueuses qu'elle a à sa disposition. Voilà. C'est pas elle qui les a formées. Donc il y a encore des déchets sur le plan purement technique. Il y a également, comme on a dit, des sauts de concentration. Ça, c'est un peu, je vais dire, c'est un peu lié à notre mentalité. Donc c'est dans la pratique régulière que certains déchets vont partir. Voilà. Allez, peut-être encore une image. Hein. Il faut rappeler que le Cameroun jouait la RDC pour un match comptant pour la place de 17e à la 20e. En volleyball, c'est comme ça. Même quand on a perdu après la phase de poule, il y a un mini-championnat pour les équipes du bas du classement. Pour l'instant, on va voir le tableau qui affiche le Cameroun en 3e position dans cette compétition des équipes, on ne dira pas recalées, mais qui essayent de sortir quand même la tête de l'eau pendant qu'on retrouve l'image du classement du Cameroun pour la Coupe du Monde de volleyball dames des U18. Martin Mapak, on parle quand même d'une équipe qui a fait mieux que ses aînés. On se souvient des débuts des Lions. Il y a récemment encore le dernier mondial et même l'avant-dernier. Ce n'était pas évident d'arracher au moins une victoire et prendre des sets. Est-ce qu'il va falloir renforcer l'encadrement de ces joueuses pour ne plus les lâcher, ou alors se dire, attaquer déjà la prochaine génération, puisqu'elles n'auront plus 17-18 ans d'ici quelques mois pour la plupart? Oui, il faudrait, en fait, dans le cadre de la politique de la refondation, qui est celle de la fédération, ils vont passer de cadettes à juniors, et je pense qu'au niveau des juniors, elles seront affiliées à des compétitions qui leur permettront peut-être de prendre part à un championnat du monde junior, pourquoi pas, avec l'expérience qu'elles auront acquise au niveau de la Coupe du Monde cadette. Ce sera un tremplin qui va permettre qu'on les évalue plus tard, et quand elles iront et deviendront également seniors. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des filles à qui on a donné l'envie de jouer. Elles se mettent en tête qu'elles sont des internationales, et puis elles vont se mettre vraiment à la tâche pour qu'arriver à l'âge senior, qu'on ait de la ressource humaine nécessaire. Alors, Martin Mapak, je vous relance pour sortir de la thématique du volleyball. On va reprendre l'image tout à l'heure qui présentait les différents joueurs, cette fois de l'équipe senior dames de volleyball, qui aborde le mondial dès samedi, donc dans 48 heures. Et on retrouve encore ces joueuses qui ont commencé très tôt, notamment à 14 ans, pour Manuela Bimbine, qu'on a eu une interview juste avant le coach. Elle va donc, après avoir bouclé demain avec les cadettes, rejoindre les seniors, puisqu'elle est dans la liste, aux côtés de Chwembu Wamba. Est-ce que Jean-René Akono, qui tient cette équipe doublement champion d'Afrique, avait besoin de garder encore ces équipes, ces joueuses qui sortent d'un long périple pour Bibine? Elle a fait carrément tout le parcours avec les Lions seniors et repart encore en compétition. Écoutez, Aimé, osant bien né, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et je pense que si Bibine B et Chwembu sont sélectionnés pour faire partie de la Coupe du Monde après avoir pris part, de la Coupe du Monde senior après avoir pris part à la Coupe du Monde cadette, cela veut dire qu'elles y ont leur place, du moins d'après les critères posés par le sélectionneur national Jean-René Akono. Donc je pense aussi qu'il faudrait qu'on commence déjà à les introduire, parce que c'est leur finalité, c'est vers là qu'elles tendent. Il faudrait qu'on commence à les habituer à la grande tanière, parce que en fin de compte, on n'aura pas travaillé pour les laisser en chemin. Maintenant, il faut dire qu'elle est déjà dans la tanière, elle est championne d'Afrique. C'est vrai qu'elle n'est pas titulaire, donc elle joue le second rôle chez les seniors. Elle nous a aidé à avoir la coupe. Hein. Bien sûr. En poste pointu. Mais si on fait le parallèle avec le football, par exemple, voir ces joueurs dans des différentes sélections, est-ce que finalement c'est un coup utile pour le profil du joueur, coach Billet Tanga? Elle est encore en
compétition. C'est la plus expérimentée, d'ailleurs avec Chouembou pour le mondial cadet du côté de l'Égypte. Et déjà, les valises, est-ce que la tête est déjà du côté du Japon pour le mondial ou alors réellement elle est en jambes et le coach peut compter sur elle? Bon, je ne connais pas la personne. Donc, je ne connais pas, la joueuse en tant que, oui, en tant que personne. Je peux peut-être voir la voleuse La gagne dans l'équipe nationale il y a 4 ans aujourd'hui. Oui, mais tout le monde ne réagit pas, de la même manière. Voilà pourquoi je dis, moi je connais même une footballeuse qui a fait 3 sélections en même temps. Au moment où Sili qui est Djangé, elle était chez les cadets, chez les juniors et en même temps chez les seniors. Donc à certains moments, c'est des choses qui arrivent assez rarement, mais comment dire, mais ça arrive. Bon, donc, un point positif pour les joueuses? Oui, en fait, ça peut être un point positif, à condition, toutefois qu'à partir du moment où elle est, par exemple, dans les sélections inférieures, quand elle est en sélection inférieure, qu'elle donne toujours le meilleur d'elle-même, qu'elle démontre qu'elle est, le véritable porte-flambeau, celle qui va essayer de tirer tout le monde vers le haut, parce qu'en plus, elle connaît déjà le niveau Et puis les statistiques l'ont démontré au cours de ces championnats du monde cadet. C'est la meilleure attaquante. C'est la meilleure attaquante. C'est elle qui a apporté le plus grand nombre de points pour le Cameroun. Donc, en tout cas, on aura besoin d'elle encore au filet. C'est vrai que techniquement, quand on voit... Maintenant, au niveau de la gestion, quand elle reviendra chez les seniors, je pense qu'il y a un staff technique qui est assez outillé là-bas. Évidemment, on va voir, on va juger de l'opportunité ou de la pertinence, de lui donner un programme adapté, individualisé, pour qu'elle ne soit pas grillée avant la compétition. En tout cas, elle se retrouve bien chez elle avec les Lions seniors de volleyball. Le mondial, c'est samedi. Mais déjà, on attend une dernière victoire pour la route. Ce sera contre la Biélorussie demain matin. On parle de la CAN de volleyball, on parle du mondial de volleyball U18 et parallèlement du mondial de volleyball senior dames qui se joue quasiment en parallèle puisque la compétition ne sera pas encore finie pour les U18. Les U18 à qui on dit bonne chance pour la suite et la fin. Et puis il y a la Fédération camerounaise de volleyball qui est sur tous les fronts. L'exemple peut-être que devraient copier d'autres fédérations encore. On sort de cette compétition et on va attaquer une autre question au thème de ce menu. Question de sport, vous ne bougez pas, on évoque la question du retour ou du départ du Grand Neuf. On revient pour justement rester sur le banc d'éléments. On parle de Samuel Eto'o qui raccroche les crampons. Quelle perspective! La sortie a été plutôt surprenante pour la plupart des hommes de médias. C'est vrai encore que la semaine dernière, on était sur le ring du combat LFPC FECAFOOT et Samuel Eto'o qui, vendredi dernier, annonce donc la fin de sa carrière de footballeur et ça a crépité dans les différentes rédactions. Léger Tientieux, la nouvelle, vous l'accueillez comment en premier? Je crois que non, personnellement, ce n'est pas une surprise parce qu'il ne jouait plus beaucoup avec son club Qatar Sport Club. Donc, il était beaucoup plus dans les voyages. Donc, c'est normal qu'à cet âge, à son âge-là, on puisse penser à prendre sa retraite. Mais je salue le grand talent qu'il a été. Je salue surtout son palmarès. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au niveau international qui peuvent se taguer du palmarès de Samuel Eto'o. Je me souviens encore, on était obligé de saper ou alors de ne pas lire nos cahiers parce qu'on allait regarder les matchs du FC Barcelone. Il me revient encore l'image quand j'étais en terminale en 2006, je crois la finale de la Ligue des Champions qui opposait le FC Barcelone à Arsenal. Il était à 24 heures des examens du baccalauréat. Nous avons décidé de succroître à la séance de travail de révision pour aller regarder ce match-là. On n'a pas été déçus parce qu'il avait inscrit le bio-égalisateur qui avait donné de l'espoir au FC Barcelone. Il avait été désigné homme du match. Et après ça, dans nos années de fac, on regardait tellement ces rencontres, mais on était privés de les commenter parce que vous savez que nous qui avons choisi de pratiquer le métier de cyberjournaliste, vous savez que lorsque le match se termine, c'est là où nous commençons à travailler. Oui. Donc à chaque fois qu'on regardait le match de Samuel Eto'o, on était sûr qu'on devait avoir du travail. C'est-à-dire que soit il fait une passe décisive, soit il marque, ce qui faisait qu'à la fin du match, on était privés de faire des commentaires avec des copains. Donc ça a été un immense joueur, ça a été un très grand joueur. On est content de faire partie, de l'avoir vu jouer, de faire partie de sa génération, de la génération des gens qui ont vu Samuel
Eto'o jouait. Son palmarès parle pour lui. Vivement qu'une autre star, un autre joueur de sa trempe arrive. Du talent légendaire qu'on lui reconnaît, au-delà, n'est-ce pas, de la personne qu'il représente sur le plan mondial et même sur le plan national. Coach Billet Tanga, on l'a vu déjà très proche du banc de touche, même étant joueur. Est-ce que parmi les différentes opportunités qu'il a en perspective, on peut retrouver un Samuel Eto'o comme un Thierry Henry, comme un Patrick Mboma, comme un Rigobert Sambana, comme entraîneur, comme Zidane? Oui, ça, je pense que c'est dans la droite ligne de ce qu'il envisage de faire. Mais avant d'y aller, je tiens déjà à lui rendre véritablement hommage. Samuel Eto'o fils, à mon sens, c'est le meilleur joueur le meilleur joueur africain de tous les temps, dans l'histoire du football, à mon sens. Et je pense aussi que si Samuel Eto'o fils avait, par exemple, été brésilien, il aurait remporté un ballon d'or. On dirait que peut-être les journalistes assermentés ne voudraient plus tellement voir les Africains gagner ce trophée. Je ne sais pas, peut-être je dis n'importe quoi, mais je pense que Samuel Eto'o fils aurait mérité de gagner au moins un ballon d'or un ballon d'or européen tout au long de sa carrière. Mais, pour revenir à ta... Parlant de sa reconversion. Oui, de sa reconversion, je pense qu'on a suivi... Aussi reconversion. Oui, on a suivi ses propos au niveau de... l'entretien qu'il a accordé avec Alain Foka, de Vox Africa, oui. Il a dit, évidemment, il pense à une reconversion en tant qu'entraîneur de football. Déjà que lorsqu'il était joueur d'Antalya, Antalya Sport en Turquie, il officiait à peu près comme joueur-entraîneur. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas encore passé ses diplômes d'entraîneur, il a eu le temps de les passer pour pouvoir exercer dans la légalité, si je peux dire ainsi. Il a une certaine vision du football. Peut-être que cela va lui sourire, mais en même temps, s'il décide de devenir véritablement entraîneur, à ce moment-là, il faudrait peut-être, à mon sens, c'est peut-être un conseil qu'on lui donne, de se donner à 100% pour ce métier, pour cette profession. Parce que... Coach, je vous relance, les pédagogues ont l'habitude de le dire, hein, le savoir ne suffit pas, transmettre, c'est autre chose. On a vu Samuel Eto'o toujours proche des sélections et à chaque fois, il y a eu 2-3 malentendus. Est-ce que le statut de coach habille bien sa personnalité? Parce que ce n'est pas tous les grands joueurs qui ont réussi aussi en tant que coach. Il y a un exemple. Bon, peut-être qu'il faudrait déjà le voir en tant qu'entraîneur, mais je pense qu'au moment où il a exercé au sein d'Antalya, la qualité de jeu s'est améliorée. Il y a eu de bonnes choses. De toute façon, lui, il est convaincu qu'il peut être un bon entraîneur. Et d'ailleurs, il prend pour modèle Pep Guardiola, qui a été son entraîneur. Donc, Pep Guardiola en tant qu'entraîneur, qui a été son entraîneur et dont il pense qu'il est le meilleur entraîneur du monde. Donc, il voudrait s'appuyer sur ce modèle. Moi, j'avais eu l'occasion de suivre un entretien qu'il avait eu avec Martin Camus-Mime et Laura Dev, donc du côté de la Turquie. Et il avait, durant cet entretien-là, déroulé un tout petit peu le concept qu'il a du jeu de football. C'était quand même assez intéressant, quand il y avait une certaine logique là-dessus. Mais ça restait théorique, parce que par la suite, il faut pouvoir implémenter ça sur le terrain. Et là, il faut avoir la science de l'entraînement. Bon, il a un vécu énorme. Et je pense que il a la possibilité de réussir. Et puis, dans ce métier-là, il faut avoir un minimum de chance. Lorsque tu prends par exemple Zinedine Zidane, qui a fait des résultats époustouflants en 3 ans, tu regardes son équipe jouer. Si tu te mets à analyser tactiquement le jeu de son équipe, tu peux mettre les mains sur la tête, mais les résultats sont là. En fin de compte, c'est lui qui gagne. Donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent, par exemple, au niveau du foot. Et si Samuel Eto'o décide de se reconvertir dans l'entraînement, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est vraiment de réussir. Lui, il a envie de commencer, non pas en Afrique, mais en Europe. Il a été quand même un top player. Il reste dans le firmament des meilleurs footballeurs de tous les temps. Donc, il a la possibilité, si confiance lui est donnée, de prouver de quoi il est capable en tant qu'entraîneur. Mais il faudrait déjà qu'il bénéficie de cette confiance de la part des dirigeants de clubs en Europe. Alors, on ne tarira pas d'éloge à l'endroit de Samuel Eto'o fils, après des exemples encore récents qui font que le Cameroun soit orphelin jusqu'à cette heure précise de coach. C'est un ancien grand joueur, Clarence Seedorf, pour ne pas dire Patrick Kluivert aussi, qui se sont convertis, mais reconversion plutôt difficile, ratée, il faut le dire. Peut-être le mot est doux avec les Lions indomptables. On ne le souhaite pas, justement pour le neuf. En réalité, avoir été un bon joueur ne suffit pas.
L'entraînement est une science, donc il faut avoir la science de l'entraînement. Quand on a la science de l'entraînement, il faut en faire un art pour sortir, comment dire, le vrai de l'ivraie qu'on peut trouver à l'intérieur. Et à ce moment-là, le concept que tu veux mettre sur pied prend forme et se matérialise plus facilement sur le Qui est terrain. peut-être aussi très bon pour la question de dialogue. On en parle beaucoup ces derniers temps au pays. Martin Mapak, vous êtes aussi dans l'administration avec la Fédération camerounaise de volleyball. On a vu Samuel Eto'o très proche de la politique du sport et même de la politique tout court. Est-ce qu'il sera aussi utile ou beaucoup ne l'attendent pas forcément? On estime que sa collaboration avec la FECAFOOT a fait du mal à quelques personnes, mais du bien aussi à l'équipe. Est-ce que finalement, ce Samuel Eto'o est indéniable dans le système du football camerounais, sur le banc comme dans l'administration du football? Ben écoutez, quelqu'un comme Samuel Eto'o, ses opportunités de reconversion sont simplement à la mesure de l'être stratosphérique qu'il est. Donc il a toutes les possibilités. Hein, au regard de sa carrière légendaire, au regard de sa grande carrière, il est capable, parce que c'est quelqu'un qui, sur le plan populaire, il charrie des émotions. Sur le plan du football, il a son mot à dire. Donc, on ne peut pas. C'est pas étonnant de le retrouver quelques mois plus tard à la FECAFOOT. Il n'est pas étonnant, il n'est pas à dire que même s'il s'en va rester chez lui à la maison, ce ne sera pas étonnant. Il va faire selon son choix, mais il a une vaste palette de choix de reconversion qui est ouverte devant lui. Alors, Samuel Eto'o, des commentaires sur la toile, donc on l'annonce même peut-être sur le banc des Lions pour la CAN 2021. Mais il est clair que c'est une sortie plus qu'élogieuse. C'est vrai que le coup médiatique pour certains férus de la presse n'a pas été réellement celui qu'on attendait. Ou alors, ce n'est que la première étape d'une sortie en grande pompe avec ce qu'on connaît de Samuel Eto'o et tout ce qui traîne autour de lui en termes de popularité. Mais peut-être la question pour sortir, coïncidence ou pas, sur cette image que nous propose la réalisation. On va rester sur l'image. Eto'o raccroche, Eto'o fils accroche le fils de l'autre, justement, qui est officiellement convoqué avec les U17. On se souvient de ses débuts et déjà l'aventure de Thomas Libi, champion de la CAN avec les U17 et en partance le mois prochain pour le mondial du côté du Brésil. Et déjà on fait parler de la relève logique légitime, ou alors on aurait dû quand même attendre que Étienne Eto'o, de son prénom, fasse des classes avec les nationales. Il faut dire qu'après la CAN remportée par Thomas Libi, il a besoin de renforcer son groupe parce que la Coupe du Monde, c'est un cran au-dessus de la CAN qu'il a gagnée. Donc je pense que si c'est possible que Étienne Eto'o est capable de lui apporter ce dont il a besoin, pourquoi pas le convoquer? Je crois que ça fait un moment qu'on parle du fils d'Eto'o comme un joueur qui marque beaucoup de buts. C'est vrai que j'ai pris quelques minutes pour regarder quelques vidéos. C'est vrai qu'il a quand même quelques qualités techniques indéniables. Maintenant, il revient. Étienne Eto'o en image, justement. Voilà, il revient. Qui est capitaine de l'académie de Majorque. Donc, c'est pas rien. Voilà, il revient à Thomas Libi de savoir s'il est apte pour pouvoir intégrer son groupe, surtout que notre poule lors de la Coupe du Monde U17 au Brésil n'est pas une poule facile. Donc, il faudra véritablement renforcer cette équipe-là. Si il présente des aptitudes à faire partie du groupe, pourquoi pas? Il est camerounais, son père est camerounais. Donc, c'est vrai qu'il va porter la lourde charge du nom Eto'o sur son dos, à lui de montrer bien évidemment qu'il mérite sa place, que ce n'est pas la paternité qui lui a conféré cette convocation chez les U17 là. Donc à lui de prouver, mais je fais confiance à ce jeune talent. Pour ce que j'ai vu, j'espère qu'il sera mis dans les très bonnes conditions, qu'il va rapidement se fondre dans le collectif pour pouvoir mieux se préparer pour aller, pourquoi pas, faire une très belle Coupe du Monde au Brésil. Coach Billet Tanga, avoir Étienne Eto'o disponible pour accompagner l'effectif. Après que ses frères, ses patriotes aient décroché la CAN U17, est-ce que c'est compliqué le choix ou alors il va de soi qu'il a sa place avec l'expérience et qu'il a gagné et qu'il a du côté de l'Espagne? Non, je pense qu'il appartient au sélectionneur d'en juger. C'est à lui de juger réellement s'il aura sa place ou pas. Maintenant, il me semble quand même que le niveau dans lequel il évolue,
il est quand même, ce niveau est supérieur à ce qu'on retrouve régulièrement au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas véritablement de championnat de jeunes. Donc ça dérange comment dire, un tout petit peu. Il faut parfois des initiatives privées pour pouvoir les joueurs en compétition. Donc si on a un joueur qui est du côté de Majorque, même s'il est au niveau de l'académie et qui de ce côté-là participe régulièrement aux compétitions jeunes, on peut supposer qu'il a un niveau satisfaisant par rapport à notre sélection nationale de sa catégorie. Maintenant, ça fera toujours problème. On va dire, il a participé à aucune compétition avec les Lions cadets. Subitement, il est appelé en sélection nationale. Il dit oui, mais il appartient au sélectionneur de décider de renforcer son effectif ou pas. C'est sa responsabilité. S'il juge qu'il a besoin de ce joueur, de renforcer son effectif, et peut-être avec ce joueur, il doit le faire, il ne doit pas s'en priver. Bon, c'est un joueur, je ne le connais pas personnellement, c'est un joueur qui a déjà un nom. Maintenant, il lui faut peut-être trouver un prénom, c'est-à-dire se créer un prénom dans ce milieu. Après, tout le monde dira Eto. Il faudrait qu'on fasse la différence, qu'on dise attention, ce n'est pas Samuel, c'est le jeune Étienne. C'est pas Étienne le tonton, mais c'est Étienne le neveu. Oui, c'est Étienne le neveu. Et c'est un nom peut-être qui pèsera lourd sur son dos. Mais s'il a du talent, s'il est bien préparé psychologiquement, il pourrait s'en sortir, à condition qu'il joue sans penser uniquement qu'il est le fils de l'autre. Voilà. Donc, Étienne le fils, Étienne le frère, maintenant, il faudrait pas que, qu'on refuse de le prendre en sélection uniquement parce qu'il est le fils de Prince, ou alors qu'on le prenne en sélection sur ces seuls critères-là qu'il est le fils du prince. S'il est en sélection, si le sélectionneur juge qu'il doit être là, il faut qu'il soit là par rapport à ce qu'il peut apporter en sélection nationale. Et j'ai expliqué tout à l'heure que si on s'en tient au niveau où il évolue dans cette académie et en comparaison avec ce qu'on retrouve au Cameroun, je pense que tout naturellement, il devrait trouver sa place au niveau de cette sélection. Peut-être être un peu au-dessus. Voilà. Martin Mapak, techniquement, par rapport à son environnement du côté de l'Académie de Majorque, il est un cran au-dessus par rapport à pas mal de joueurs. Mais après, il reste la cohésion parce que pris sur le plan individuel, c'est clair qu'on n'a rien à lui reprocher. Mais est-ce que le coach aura le temps suffisant? Nous sommes un 12 septembre, dans moins d'un mois ou presque un mois, le 26 octobre. C'est le mondial au Brésil et on a qui dans la poule? L'Espagne, l'Argentine, le Tadjikistan. Le Cameroun peut sortir la tête de l'eau au premier tour. Quel est l'environnement que le coach Thomas Libi devrait préparer pour le nouveau venu, en tout cas le nouvel appelé naturellement? Ben écoutez, c'est lui, Thomas Libi, qui est le patron. C'est lui qui imprime. Vous le conseillerez quoi? Il nous écoute en ce moment. Moi, je lui conseillerais de mettre sur pied la stratégie qu'il estime la meilleure, qui rentre dans sa philosophie à lui. C'est-à-dire que si le jeune Étienne rentre dans sa philosophie, qu'il intègre là-dedans tout simplement, sans avoir d'autres considérations. Parce que, écoutez, il ne faudrait pas que le petit soit victime d'un délit de patronyme. Il ne faudrait pas qu'il soit victime d'un délit de patronyme. Il faudrait que, en fonction de l'enjeu que Thomas Libi perçoit et du jeu qu'il entend mettre sur pied, qu'il intègre le jeune joueur qu'il a s'il estime qu'il peut lui être d'une certaine utilité. Moi, il ne faut pas qu'il se prenne la tête. Moi, je voudrais dire une chose. Il me semble qu'il est attaquant. Donc, à partir du moment où il est attaquant, c'est plus facile pour lui peut-être de s'intégrer. S'il est attaquant et qu'il est buteur, généralement, les entraîneurs aiment avoir ce genre de joueur, même si d'aventure, ça je dis peut-être n'importe quoi, même si d'aventure, pour un départ, il ne s'intègre pas bien dans le système mis en place par rapport au profil de l'attaquant dont on a besoin. Nous savons que les entraîneurs aiment avoir plusieurs profils d'attaquants. Oui. Donc, peut-être que lui, c'est un attaquant de rupture et que l'entraîneur, au départ, veut utiliser des attaquants pivots. À un moment viendra où, dans un match, en perspective peut-être d'un match,
on aurait besoin d'un attaquant avec le profil qu'il a. À ce moment-là, on l'utiliserait comment on est plus facile. Et puis, si tu as un buteur, on va toujours trouver moyen de Il y a t'utiliser. 4 buts déjà avec ses coéquipiers du côté de Mayock. Eto'o peut, Eto'o a pu, Étienne pourra-t-il, l'Égyptien va sortir par là. Des exemples, il y en a à l'appel, des joueurs de légende qui n'ont naturellement donné que des talents comme progéniture. Est-ce que l'environnement camerounais serait propice pour lui, comme d'autres grands talents? Zidane a aussi son fils, pareil, les Ayou. Vous pensez qu'il est prêt, ou alors naturellement le papa a pris le temps de préparer son fils. Le Hembley. Ouais, c'est tellement qu'il est prêt parce qu'il est en forme. Quand un joueur en forme, surtout un attaquant, ça veut dire qu'il est prêt. Vous avez donné ses statistiques. Il a 4 buts actuellement avec son club. Donc il peut aider la sélection. Maintenant, il ne faudra pas trop lui mettre la pression parce qu'il porte le nom on a Wamba, on a Noah qui va retrouver à l'attaque. Donc il faudrait faire en sorte qu'il fasse lui-même ses preuves. Vous savez, c'est une sélection jeune. Il faudrait véritablement l'encadrer psychologiquement. Mais je crois pas qu'il n'évolue pas au Cameroun. Donc l'environnement ne peut pas impacter négativement sur son évolution parce qu'il est en Espagne, parce qu'il évolue dans le centre de formation de Mayock, donc c'est là où il est en train de faire ses classes. Il vient au Cameroun lorsqu'il vient servir sous le drapeau. Donc personnellement, je mettrai une pièce sur ce que j'ai vu, mais il ne faut pas être péremptoire quant à l'issue ou alors quant au devenir. Est-ce qu'il fera la même carrière que Samuel Eto'o, son papa? On n'en est pas trop sûr, même parce qu'il y a des grands joueurs qui ont eu des fils qui n'ont pas eu la même carrière. Souvenez-vous, avec Zidane, Théo Hernandez n'a pas encore réalisé ce que son père fait. C'est vrai qu'à côté, il y a des Abedi Pelé qui a ses fils qui jouent très bien, mais je crois que comparaison n'état pas raison. Donnons-lui le temps de prouver ce qu'il est. Laissons qu'il fasse ses preuves du côté de Mayock. Attendons qu'il rejoigne l'équipe nationale U17 du Cameroun, qu'il montre ce dont il est capable de faire lors de la Coupe du Monde. Parce que vous l'avez dit, notre pot n'est pas facile. Vous avez quand même l'Argentine. Chez les U17, c'est une forte équipe. L'Espagne encore. Donc il va falloir bagarrer pour terminer parmi les 2 places qualificatives pour le prochain tour. On a besoin des joueurs qui marquent, on a besoin des joueurs en forme. Pourquoi pas? Pourquoi fermer les portes au fils de Samuel Eto'o? Parce que on va dire parce que c'est le patronyme qui l'a mené. Non, je pense pas. À partir du moment où il est en forme, à partir du moment où il joue, il mérite tout, comme tout Camerounais, de faire partie de cette équipe-là. Et on a Thomas Libi qui est un entraîneur, il sait ce qu'il veut, il sait les secteurs dont il a besoin de renforcer. Souvenez-vous, au sorti de la CAN U17, il avait dit qu'il avait besoin de 5 joueurs pour renforcer son équipe. Je crois qu'il est dans cette logique-là, avec Etienne Eto'o, souhaitant seulement que tout ça, que cet attaquant puisse faire en sorte qu'il puisse atteindre ses objectifs. On va croire en lui. Il faudrait véritablement qu'on ait une très belle préparation avant d'aller jouer ce mondial-là. Allez, ce mondial, donc, je l'ai annoncé, ce sera le coup d'envoi le 26 octobre prochain au Brésil, mais le programme de l'équipe nationale du Cameroun des moins de 17 ans commencera donc en stage du côté de l'Istanbul le 20 septembre, dans quelques jours seulement, du 20 au 27, et puis du 30 septembre au 24 octobre, on sera du côté du Brésil, la terre de football, et comme par hasard, Cameroun-Argentine en perspective, Cameroun-Espagne. On aura le temps de revenir sur cette actualité du football et en tout cas, tout le bonheur qu'on souhaite à Étienne Eto'o et à toute l'équipe vainqueur de la dernière CAN U17. Ça aussi, c'est un exploit à rappeler. On leur souhaite bonne chance dans cette aventure du mondial de football. Vous êtes sur Canada International, questions de sport. On n'a pas fini de tourner toutes nos questions autour de l'actualité. Une légère pause pour revenir parler d'un autre lion, puisque on revient sur ceux-là qui ont mouillé le maillot. Et lui, il fait l'exploit avec sa formation d'être qualifié pour la première fois à la CAN U23. La transition nous permet de parler de Rigobert Song et c'est U23. Le Cameroun réussit à se sortir du piège tunisien en match aller et retour. On rappelle d'ailleurs pour la petite correction qu'en volleyball, c'est bel et bien la Tunisie qui avait battu l'équipe nationale messieurs de volleyball à la CAN, donc vice-champion, et puis les dames avaient battu le Kenya. C'est vrai aussi que l'Égypte revient beaucoup cette année dans toutes les compétitions, que ce soit en football ou autre. Mais la Tunisie, une autre équipe du
Maghreb était donc face au Cameroun, à Yaoundé, mardi dernier, du côté de la Tunisie. Mais vendredi à Yaoundé la semaine dernière, les Lions U23 de Rigobert Song ont peiné à remporter le match, 1-0 seulement. Et le but à l'extérieur qui leur permet de se qualifier avec la victoire quand même de la Tunisie. Les équipes qui sont là, le Nigeria, le Ghana, il y a une seule équipe du Maghreb, l'Égypte qui est le pays hôte. Donc il faudrait véritablement que Rigobert Song, heureusement que lui au moins, il a ce charisme-là, il a cette facilité d'avoir les facilités, pour avoir des stages ou des regroupements. Moi, je suis convaincu qu'il va faire beaucoup plus avec les joueurs locaux parce que la CAN U23 commence le 8 novembre pour s'achever le 22 et ce ne sont pas les dates FIFA. Est-ce que les joueurs professionnels qui viennent d'horizons divers seront libérés aussi facilement? J'en doute, sauf si on a de la chance de les avoir. Donc au demeurant, il faudrait véritablement travailler avec les joueurs locaux. Malheureusement, le championnat n'a pas encore commencé et on est à 2 mois de cette Coupe d'Afrique des Nations au moins de 23 ans. C'est la première participation du Cameroun après 2 éditions échouées. Il faudrait véritablement qu'on puisse faire bonne figure. Et je suis très content pour ce qui arrive à Rigobert Song parce que s'il n'avait pas qualifié cette équipe-là, je suis convaincu que ça allait bouger partout parce que vous vous souvenez qu'il a été le premier entraîneur qui a permis au Cameroun de sortir du championnat d'Afrique des Nations au premier tour. Et aujourd'hui, il est le premier entraîneur du Cameroun à faire qualifier une sélection nationale pour la CAN U23. Donc tout le mérite lui revient pour le joueur qu'il a été. Donc je souhaitais que ça se passe très très bien pour lui. Heureusement qu'il est parvenu à lui de faire jouer ses relations pour avoir des recoupements, pour avoir des stages. Il fait tout pour avoir des bons joueurs pour pouvoir mieux préparer cette CAN U23 qui va nous permettre de nous qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 parce qu'on en a besoin. Ça fait pratiquement deux éditions des Jeux Olympiques que nous n'avons pas participé. Je crois qu'on peut mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir aller chercher les 3 places qualificatives pour ces JO de Tokyo 2020. Alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais après, il faut s'inquiéter quand même du sort que la Fédération camerounaise de football réserve à ces sélections qui ne sont pas fagnons. On voit pour l'instant le coach Bilet Tanga que le Cameroun est orphelin d'entraîneurs. C'est vrai que ça commence à bouger. On espère avoir dans les prochains jours au moins une liste ou alors l'ouverture pour savoir si le Cameroun, après avoir manqué les matchs, les périodes FIFA, ce n'est pas forcément un tort, même si on va régresser au classement. Vu le traitement qu'on réserve à la sélection Fagnon, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la FECAFOOT donne les moyens nécessaires pour que cette équipe soit accompagnée comme il faut quand leurs aînés, eux, sont dans la rue, puisqu'il n'y a pas de coach et il n'y a pas eu de compétition récemment encore? Oui, c'est peut-être une bonne chose hein, pour la sélection U23, c'est peut-être une bonne chose qu'actuellement la sélection A soit un tout petit peu délaissée au moins. Oui, au moins les attentions peuvent être focalisées sur la sélection U23 parce que malheureusement dans la pratique on a tendance à donner pratiquement tout à la sélection A et de laisser non seulement presque toutes les autres sélections et même les sélections des autres disciplines sportives. Donc c'est un tout petit peu comme ça. Bien maintenant, est-ce que la fédération va mettre les moyens? Nous espérons que la fédération va mettre tous les moyens nécessaires pour aider Rigobert Song à réussir la mission qui lui est confiée. C'est quand même une sélection du Cameroun qui va comme ça, qui va en compétition africaine avec l'espoir de se qualifier également pour les Jeux Olympiques. Donc pour moi, ce serait un tort de ne pas mettre la sélection. Donc, et c'est la seule sélection, donc apparemment même les U23 là. La chose la plus difficile, mais c'est pas de moi 2 secondes, c'est qu'il faudrait véritablement qu'il ait des matchs amicaux. C'est de ça dont il est question pour pouvoir se frotter parce qu'on a comme l'impression que ces joueurs-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le temps matériel pour pouvoir travailler la cohésion. Et cela s'est vu en deuxième période face à la Tunisie à Yaoundé. On a vu une équipe qui avait baissé en régime, qui ne parvenait plus à se retrouver. Pourtant, à la première période, on avait une équipe qui avait mis de l'intensité dans le jeu. Ça montre véritablement que la cohésion n'est pas encore très bien travaillée. Il faudrait véritablement qu'à travers les matchs amicaux qu'il peut avoir, il va certainement peaufiner ses stratégies pour présenter une équipe très forte pour pourquoi pas aller chercher ce trophée-là. Je vous relance, Martin Mapak. On a l'attention presque focalisée, c'est normal, sur Magnan, comme on l'appelle affectueusement, sur le capitaine Courage. On oublie un peu le rendement de ces joueurs qui, visiblement, n'ont pas convaincu tous les observateurs avertis du football. À Yaoundé, le 1-0 était déjà ça, ne pas prendre de but. Mais est-ce qu'il va falloir peut-être s'intéresser au profil des joueurs? Il ne restera que le mois d'octobre pour préparer l'équipe, parce qu'en début novembre, il faut aller en Égypte.
et l'Égypte encore, qui s'offrent à nous, comme pour les seniors. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être marquer l'attention beaucoup plus sur le profil des joueurs dont on aura besoin? On ne peut pas ne pas s'intéresser au profil des joueurs, mais il faut déjà avoir ces joueurs à disposition. Parce que pour l'instant, c'est le coach la vedette dans cette formation. Non, dans tous les cas, il ne va pas se retrouver sur le terrain. Il est victime de son talent, on dirait. Oui, tout à fait. Mais bon, il va falloir qu'il fasse avec il faudrait que les joueurs qui sont avec lui puissent également se faire un nom. Alors, coach, on termine par là. Vous connaissez ces joueurs pour la plupart. Un mois, suffisant ou pas pour aller chercher au moins une qualification au deuxième tour? Ce sera directement les demi-finales. Est-ce qu'ils auront un mois de préparation? Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des joueurs qui sont dans des clubs professionnels en Europe. Donc, ce sera difficile d'avoir ces joueurs-là. Donc, il faudra peut-être, s'il y a un stage d'un mois, il faudra probablement travailler avec des joueurs locaux. En travaillant avec des joueurs locaux qui actuellement ne sont pas en compétition. D'où le mal profond. Il est difficile de juger, comment dire, de présumer que ces joueurs-là auront un niveau suffisant pour pouvoir atteindre tous les objectifs qui seront ainsi fixés. Mais au moins, avec peut-être les joueurs locaux, l'avantage c'est qu'on a la possibilité de travailler de façon continue pendant un certain temps et donc de mettre sur pied une planification, une programmation adaptée pour essayer d'amener les joueurs jusqu'à un certain niveau. Mais aussi, il faut dire que ce n'est pas en un mois qu'on fera de ces joueurs-là des Lionel Messi non plus. En même temps, il faut donc rester réaliste. Pour l'instant, le Cameroun est loin d'être parmi les équipes favorites à cette CAN U23. Les Gétientieux, on a vu l'engagement de Umgwet qui est monté d'un cran par rapport au niveau et d'autres joueurs qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait que la fédération peut-être résolve le problème très tôt de la compétitivité de ces joueurs, parce que là ça remonte à la question du statu quo au niveau du championnat Ligue 1 et Ligue 2 qui pour l'instant c'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation parce que je suis convaincu qu'on n'aura pas Ganago dans cette période-là, sauf si l'OGC Nice pense le libérer. Ça va être très très compliqué. Donc on est obligé de travailler avec les joueurs locaux. Malheureusement, le championnat n'a pas débuté. Parce que si le championnat avait débuté, on devait, parce qu'il a déjà quand même un bon contingent avec lequel il travaille depuis pas mal de temps avant que les professionnels n'arrivent. Donc les professionnels sont arrivés parce que ces éliminatoires tombaient dans la période de FIFA. Or, la période de la CAN n'est pas une période de FIFA. Donc, du coup, on est obligé de travailler avec les joueurs locaux. Mais il faudrait véritablement qu'on lance rapidement le championnat pour que nos meilleurs joueurs du championnat de moins de 23 ans puissent rapidement être regroupés, puissent travailler, afin qu'on ait un groupe solide qui, malheureusement, s'il n'y a pas de professionnels, c'est cette équipe qui ira du côté de l'Égypte défendre les couleurs du Cameroun. C'est la première participation du Cameroun, certes, mais quand on s'appelle au Cameroun, on ne va pas dans ce genre de compétition pour apprendre, surtout lorsqu'il s'agit du football. On va quand même s'affirmer. Donc, comme je disais, Rigobert Song, il a réussi sa première étape, c'était celle de qualifier cette équipe pour ce tournoi-là. Parce que vous savez qu'après l'échec du CHAN, l'équipe olympique lui avait été donnée comme une sorte de rédemption. Et je pense que si ça avait mal tourné, ça avait fait tache d'huile sur son palmarès. On devait douter sur ses capacités réelles à pouvoir encadrer une sélection au Cameroun. On devait également douter des capacités d'un entraîneur national d'entraîner une équipe de l'équipe nationale Fagnon, parce qu'une certaine opinion pense actuellement qu'il faudrait nationaliser le banc de touche de l'équipe A. Donc il fallait véritablement que Rigobert Song fasse ses preuves. Maintenant à lui de continuer, de ne pas aller à la CAN avec l'ambition de faire seulement de la figuration, parce qu'on ne lui pardonnerait pas ça. Le Cameroun ne peut pas se contenter juste d'une participation. Il faudrait qu'il fasse tout pour au moins accrocher les demi-finales. Et pour accrocher ces demi-finales, il faudrait qu'il pense déjà qu'avec les professionnels, ça va être difficile qu'on les libère. Il faudrait qu'on lance le championnat. Donc il revient à la Fédération camerounaise de football de lancer le championnat pour pouvoir lui permettre pour pouvoir lui faciliter la tâche, afin qu'il ait des joueurs aptes qui aient les mains dans les jambes et qui soient capables aussi d'aller la reprise, c'est une autre question. Ben, c'est annoncé pour le 18 quand même. Donc il y a des reprises dans les clubs commencent à s'entraîner. La fédération, à travers son comité technique transitoire, a annoncé que la reprise était pour la deuxième quinzaine, je crois le 18. Espérons que cette date va être tenue, parce que la Ligue de football professionnel nous avait déjà habitués à des renvois
incessant au point où, si ce n'était pas si renvoi, le championnat ne pouvait pas commencer. Espérons que, comme cette fois-ci, c'est la fédération qui a pris ses responsabilités, autant pour moi, d'organiser le championnat, que cette date du 18 soit effective. Encore qu'il faudrait que le litige FECAFOOT LFPC soit définitivement soldé. On connaît qu'en ce moment, il y a encore des tractations. Hein. La primature, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Seydou Mondjoya, général Pierre Semengue, en tout cas, des incidences dans les bureaux qui impactent sur la qualité des équipes nationales. Martin Mapak, vous êtes team manager, communicateur au niveau de la FECA Volley. Les Lions cadettes de volley reviennent de l'Égypte avec un résultat pas élogieux, pareil comme les champions d'Afrique seniors de football qui sortent de l'Égypte, ce même pays, avec un très mauvais résultat. Est-ce que c'est un peu à l'image de cette équipe de volleyball qui a appris à se faire accepter du public? Est-ce que les Camerounais n'ont pas une part de responsabilité sur l'accompagnement de ces équipes, parce que tous les regards étaient arrivés vers l'équipe senior? Est-ce que ces U23 ont besoin aussi du 12e joueur pour qu'ils ne se sentent pas esselés dans cette aventure très périlleuse? Dans toutes les compétitions sportives, on a besoin de ce soutien, on a besoin de cet accompagnement, donc, quel que soit le niveau, quelle que soit la catégorie dans laquelle on est en train de concourir. Donc c'est évident, c'est manifeste. Mais il faut se dire aussi que les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Les enjeux au niveau des cadets ne sont pas les mêmes qu'au niveau des seniors. Et la preuve en est les moyens qu'on met à disposition pour les uns et les autres. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait qu'on fasse les choses selon la mesure. Dans tous les cas, dans aucun pays que je sache, on ne déploie les mêmes moyens pour les cadets que pour les seniors. Bien, en tout cas, on va croiser les doigts. Hein. L'Égypte ne porte pas toujours chance. On va souhaiter bien des choses au Lyon U23. Le coach, vous voulez ajouter quelque chose sur cette équipe? Peut-être davantage que les médias fassent connaître ces joueurs jusqu'ici. Parce que Ganago est dans le championnat populaire, on le connaît, mais les autres, c'est plus ou moins... Peut-être que ces joueurs, finalement, seront libérés au moment M. Bon, je ne sais pas, comme tu as dit, la compétition... les moyens de négocier avec les clubs? Il faut négocier de toute façon. Il faut négocier. Mais si le joueur a un statut de titulaire, ça va être très compliqué quand même. Oui, c'est vrai. Chaque partie a besoin de préserver ses intérêts. Avec Ganago, ça va être très compliqué, sauf si... Il faut quand même... beaucoup de moins de 23 ans qui sont à l'équipe senior, qui ne sont pas titulaires en club. Ouais. Oui, donc là, il faut s'épuiser dans cette équipe, ou alors il va garder, vous à la place de Rigobert Song, vous garderez le groupe avec lequel vous travaillez depuis 3 mois, 6 mois. Oui, le groupe avec lequel il travaille, ce groupe sera décimé, non? Il y a des joueurs qui ne vont pas participer, il y aura des joueurs qui seront retenus dans leur club. Le mieux, c'est de travailler avec un même groupe pendant un certain temps. Là, on a des repères, on a une certaine hiérarchie qui se met en place et on fonctionne, on a des repères. Les joueurs ont compris les principes, non seulement du jeu, mais également de fonctionnement du groupe. À ce moment-là, on peut y aller plus facilement. Là, les paramètres des joueurs, on forme véritablement un groupe, c'est la meilleure chose à faire. Mais le fait que Rigobert Song ait déjà fait appel à d'autres joueurs que ceux avec lesquels il avait régulièrement travaillé. La Côte d'Ivoire et les autres, que le Cameroun sera au moins prêt à mouiller le maillot et rentrer avec les honneurs, si ce n'est une des places qualificatives pour les prochains Jeux Olympiques 2020. Et on va donc tourner la page des sélections nationales de football. Question de sport, plus beaucoup de temps à passer ensemble, mais quand même, on ne peut ne pas s'arrêter sur la visite des chantiers en prélude du CHAN 2020 et de la CAN 2021. La question était attendue par plus d'un journaliste ou alors amoureux de sport lors du récent discours du chef de l'État, premier sportif. Mais, je l'ai dit, beaucoup aussi l'ont pensé, on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire, laisser le foot de côté, mais aussi d'autres sujets préoccupants. Actuellement, on a penché la question sur la crise anglophone, et d'ailleurs, elle peut avoir des répercussions pour le championnat qui reprend et les équipes de cette partie du pays. Mais pour la prochaine CAN, parce que c'est un site limité quand même. Alors justement, le ministre des Sports
et l'éducation physique était à Limbé. Il est passé par Douala. Nous l'avons suivi dans ce parcours. On va voir les images du professeur Mouelekombi qui, dans son parcours, ne semblait pas rassuré, bien que Seydou Mondial, le président de l'Africa Foot, ait fait partie de cette expédition. Qu'est-ce qui coince? La question de la CAN ou du CHAN en péril reviendrait-il encore une fois, ou alors on peut espérer qu'avant le retour des émissaires de la CAF, le Cameroun puisse au moins pour le CHAN, qui ne demande que 2 stades, disponible faire la compétition? Le CHAN, non, pas du tout. C'est pas seulement 2 stades, parce qu'en réalité, on aura 4 poules quand même. Donc, en réalité, c'est une compétition qui tient à cœur la Confédération africaine de football, parce que c'est la meilleure organisation qui vient après la CAN senior. Donc, je pense que pour l'instant, on ne connaît même véritablement pas la date. C'est-à-dire qu'en quel mois est-ce qu'on jouera le championnat d'Afrique des Nations? C'est vrai qu'on nous a dit que ça va être décalé en mai, en juin, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce soir-ci, on n'a pas véritablement le calendrier. On n'a pas. Est-ce que c'est sera en janvier sur les stades en chantier? Ouais. On a quand même déjà Madouaïdio qui est prêt. Ouais. On a Limbé qui est en réflexion. On a Douala qui est en chantier, mis à part les terrains d'entraînement. Ouais. Le calendrier devient très serré. Et la question est remise au devant de la scène avec la visite du ministre qui a donné des injonctions à toutes les étapes et à tous les responsables des différents chantiers. C'est normal qu'il y ait de la pression, c'est normal qu'il donne des injonctions, parce que si on gardait le format d'organiser la CAN en janvier, je suis convaincu que le Cameroun ne serait pas prêt. C'est vrai qu'au niveau des Japoma, ça avance, mais il y a encore des voies d'aménagement, comme vous pouvez le constater en image, qui doivent être en réalité achevé. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Il y a le parking, donc, et aussi, surtout, les stades d'entraînement de Mbappé-Lépé, qui pour moi n'a pas bougé d'un iota, c'est celui de Bonamou Stadi. Mais je pense que si ce championnat d'Afrique des Nations, qui va être le galop d'essai de l'organisation de la CAN 2021, est décalé en mai ou en juin, je suis convaincu que là, on pourra être prêt. Mais pour l'instant, ça va être compliqué, parce qu'on a quand même des inquiétudes, surtout pour le stade de Lembe à Yaoundé, qui a subi pas mal de grèves, dont les employés ont repris tardivement les travaux de ce côté-là. Mais à Douala, ça avance quand même si à côté, il faut finir, même si de manière officielle, on nous dit qu'on est à 99%, mais il faudrait véritablement qu'on termine. Il y a le stade d'entraînement qui doit être achevé totalement. Il y a la piscine, parce que c'est un complexe Japoma qui doit également être achevé. Donc il faudrait véritablement qu'on se bouge un peu. Il ne faudrait pas qu'on essuie une autre honte sur le retrait de ce champ, parce que vous vous souvenez, Aimé Moukoko, que l'Algérie est aux aguets, donc il faudrait véritablement qu'on puisse achever ça rapidement pour qu'on ne soit plus on ne vienne plus à nous surprendre avec un quelconque retrait. Alors on a des voies d'accès, les voies de contournement qui sont en chantier. Le parking, ça évolue un peu plus du côté du Japoma par rapport à ce joyau architectural. J'y arrive. Du côté de Yaoundé, le stade Olembe, qui porte le nom du premier sportif, malheureusement qui est à la traîne, et malheureusement encore à Douala pour les stades de Bonamou Stadi d'entraînement et de la réunification que nous avons visité. On a l'impression, j'allais dire le stade Mbappé-Lépé, on a l'impression que même pour les clubs qui comptaient être les premiers bénéficiaires pour le championnat, on risque d'être à la traîne et être comme les autres pays invités à la découverte de ces stades. Oui, ce serait dommage. Je pense quand même que le temps de rodage est en train de... Oui, il est en train de se réduire, de se réduire considérablement. Je pense quand même que les clubs auraient, au cas où les stades seraient disponibles, auraient eu l'occasion. Au moins les stades d'entraînement, mais il n'y a que celui de la réunification qui est prêt, qui est praticable à ce moment précis. Mais Bonamou Stadi et Mbappé-Lépé sont les parents pauvres des chantiers justement en cours. Oui, et je dis ça, je dis malheureusement. Pourtant, les stades d'entraînement sont tout aussi importants que le complexe principal, que le stade principal. Ces stades-là accueillent beaucoup plus des séances d'entraînement et de matchs que le stade principal, qui lui accueille uniquement des matchs. Donc un club, un pays, une équipe va s'entraîner, je sais pas moi quoi, 6, 7, 8 fois sur un terrain, peut-être sur le stade Mbappé-Lépé, avant d'aller jouer un match peut-être au stade de la réunification ou au stade de Japoma. Donc il est important que ces infrastructures soient également prêtes.
Alors, Martin Mapak, vous êtes résident à Douala, vous passez comme la plupart des citoyens camerounais devant ces infrastructures, notamment la cuvette de Bépanda, comme on l'appelle affectueusement. Les choses ne bougent pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou alors espérer que l'État frappe du poing sur la table ou, comme on l'a vu pour les chantiers, des chantiers routiers en cours, qu'on aille inquiéter ces opérateurs qui ne respectent pas les délais, bien que certaines conditions soient réunies pour que ça avance? Ben, l'État n'a pas d'autre choix que de faire quelque chose parce que nous avons perdu l'organisation de la CAN de 2019. Est-ce qu'on a pris au piège de ces entrepreneurs qui finalement ne donnent pas le choix à l'État, pas assez large, de pouvoir frapper le poing sur la table? Ben, il faudrait que dans tous les cas, l'État a toujours les moyens de frapper sur la table. Il faudrait que au regard des enjeux... Il faut déjà voir si l'État ne se reproche de rien dans cette histoire. Ben, dans tous les cas, il bénéficie des prérogatives exorbitantes de la puissance publique. Donc, il faudrait qu'au regard des enjeux, il lui appartient à lui, l'État, de pouvoir faire quelque chose pour sauver la face du Cameroun. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que si les pouvoirs publics ne le font pas, ce ne sont pas les citoyens qui le feront. Alors, on a vu le précédent ministre des Sports et de l'Éducation physique, Ismaël Pierre Bidoukwad, qui a eu du mal à aller à la bataille de la livraison dans les délais, le fameux jeudi qui a glissé. Et on est en passe de se retrouver dans une situation aussi compliquée. C'est pas seulement le Cameroun qui va en pâtir, mais les populations, vu que ces chantiers ont créé d'autres situations sur le plan de la circulation. Le cas de Douala, par exemple. Oui, c'est une des choses, une des conséquences malheureuses de cette canne, pourtant, qui est censée nous rendre la vie plus belle. Mais je dis aussi que on rend grâce, on remercie cette canne qui nous a aussi ouvert le pont sur le Vouri, qui rend la circulation très fluide entre le littoral et l'ouest. Donc il n'y a pas que des mauvais côtés, mais l'enjeu, le plus grand enjeu, c'est qu'il faudrait que nous respections les engagements que nous avons pris auprès de la CAF et que nous puissions organiser ces événements comme il se doit. Et il faudrait donc pour cela qu'on se démène. Martin Biletanga, on a le Cameroun qui attend le CHAN, le Cameroun qui attend la CAN. Le CHAN, il faut le rappeler, c'est le championnat des joueurs qui évoluent sur le plan local, et nos joueurs locaux n'ont pas foulé un seul cheveu, un seul brin de pelouse synthétique ou naturelle de ces stades. Est-ce que sur le plan purement sportif, on sera à la traîne de la compétition du CHAN, même si on finit par livrer les infrastructures dans les délais? Disons que pour ce qui est de la spécificité de nos infrastructures, si nous, les Lions, par exemple les Lions à prime, n'ont pas foulé... ils n'auront pas forcément de... Oui, de l'avantage, mais nos adversaires non plus. Donc personne n'aura foulé ces pelouses auparavant. Donc tout le monde ira malheureusement en terrain inconnu. Le mieux, c'est évidemment de maîtriser ses propres infrastructures et donc d'y avoir ses repères pour pouvoir s'y déployer le mieux possible. Mais notons toutefois que les terrains de football, le terrain c'est la loi 1, donc partout où tu iras, tu vas trouver à peu près les mêmes caractéristiques, donc il n'y aura pas de véritable grand changement. C'est vrai que ça peut évoluer, mais évoluer un tout petit peu. Donc, mais le mieux, toutefois, c'est que les joueurs aient eu le temps de se préparer sur ces stades-là, d'en connaître les moindres recours. Alors, on aura peut-être la chance, si la date n'est pas reportée, les Gétientieux, de repartir sur les terrains de football pour la Ligue 1. Encore faudrait-il que la livraison soit effective. Est-ce qu'il faut craindre pour un report de date? On amorce un peu les questions à venir pour les prochaines semaines, parce qu'on est vers la fin de ce programme en direct sur Canal 2 International. Les stades ne sont pas prêts, le championnat n'est pas prêt. Les joueurs sont-ils prêts? Bien que les clubs ont repris du service,
la plupart, et le canon à l'instant qui annonce aussi par Pierre Homé que ce sera effectif dans les prochains jours, la reprise. Ben, je crois que tout joueur a besoin de jouer. Je crois qu'actuellement au Cameroun, nos joueurs ont les plus longues vacances du monde. Ça fait quand même ça fait beaucoup de temps que le championnat s'est arrêté. Donc ils s'impatientent déjà. On les a retrouvés dans les championnats de vacances. Les vacances, ils étaient obligés pour chauffer les muscles. Donc ils étaient obligés d'aller dans les championnats de vacances. Donc eux, ils ne demandent qu'à jouer. Je crois véritablement que le 18, comme date annoncée par la fédération, que ça va reprendre parce que déjà dans les clubs, c'est déjà la rentrée sportive. Il y a déjà des transferts qui ont été faits. Les clubs ont repris du service. Ça veut dire qu'ils croient à la date du démarrage de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc, forcément, il faudrait que ça relance vite parce qu'à côté, ça a repris au Congo, ça a repris en Côte d'Ivoire, ça a repris presque partout. Et bientôt, on en sera encore à des compétitions, africaines. Bon, c'est vrai que ça se joue déjà puisque les clubs camerounais sont sortis. Ce sont ces éléments qui font en sorte que nos clubs ne sont pas permanents, ne sont pas constants sur l'échiquier africain. Donc, il faudrait véritablement qu'on puisse donner des dates qu'on les respecte en réalité parce que ça va avoir des incidents si la date Bichan n'est pas repoussée en mai ou en juin, qu'on joue en janvier. Vous comprenez avec moi que si on commence le championnat en fin octobre, on n'aura pratiquement pas 10 journées dans les jambes avant d'amortir cette grande compétition-là. Et ça va forcément impacter sur nos performances. Donc, en tant que pays hôte, il est de bon ton qu'on puisse relancer notre championnat, bâtir une équipe de A' solide pour permettre à l'entraîneur, qui est d'abord l'entraîneur, ça se cherche encore, de permettre à cette équipe de gagner pour une fois ce championnat d'Afrique à domicile. Ce sera donc le dernier tour de table pour boucler votre rendez-vous du jeudi sur la télé. Ça va très vite, hein. Coach Billet Tanga, on précise que l'Africa Foot est malheureusement sur tous les fronts, beaucoup de dossiers à gérer. Quelle serait pour sortir la priorité? On a besoin d'avoir un sélectionneur, on l'espère, des coachs locaux à la tête des Lions. L'équation n'est pas compliquée, préparateur physique adjoint à côté d'un principal. On a la direction technique qui travaille et qui a des hommes pour. Ce serait quoi la Ligue 1? Ce serait quoi la CAN U23? Quelle serait la priorité d'après vous de l'Africa Foot, hein, les chantiers je pense que arrive tout au même moment? Non, je pense que tout cela c'est les priorités. C'est pas les mêmes groupes qui travaillent. Hein. C'est pas les mêmes groupes qui travaillent à tous les niveaux. Donc il y a par exemple un CTT qui a été mis en place pour s'occuper du football professionnel en attendant évidemment la réaction de la LFPC et le verdict qui va sortir de la CCA peut-être d'ici quelques jours. Donc peut-être qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mais en attendant le CTT doit se préparer à organiser le championnat, peut-être avec le secrétariat général qui va faire de l'Africa Foot qui va peut-être faire en même temps office de secrétariat général de ce CTT. Il y a une commission qui est mise sur pied pour le choix du sélectionneur national. C'est pas le même groupe. Il y a la préparation des U23 qui doit également se mettre sur pied. C'est pas non plus non plus. Mais le temps nous fait défaut. On a oui, le cas des coachs. Ça fait. Non, il est impératif que le Cameroun ait un sélectionneur. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, en dehors de la volonté politique qui semble disqualifier les Camerounais de ce poste de sélectionneur national de l'équipe nationale de l'équipe du Cameroun, il me semble que c'est ce qui peut faire véritablement un problème. Si on dit s'il y a la volonté politique y est, immédiatement on va mettre sur pied un staff technique composé peut-être en grande partie des Camerounais, du moins dans lequel on va retrouver un Camerounais à la tête. Mais il y a comme une volonté politique affirmée de ne pas confier la sélection nationale à un Camerounais, c'est-à-dire lorsque les dossiers arrivent, appel d'offres, les dossiers arrivent, les gens vont postuler, il y a des candidats qui vont arriver. Dès qu'on voit le dossier camerounais, on jette de côté et on continue, on s'occupe de tout le reste. C'est l'impression qu'on a, peut-être que c'est pas ce qui se fait effectivement, mais c'est l'impression qu'on a. C'est une allégorie que je suis en train de sortir de pondre là. Il faut une volonté politique pour arriver à cela, parce que les entraîneurs camerounais sont au moins autant compétents que les autres. En fait, il y a un problème pour ce qui est du choix du sélectionneur
du sélectionneur. Aujourd'hui, les entraîneurs qui réussissent, les grands entraîneurs, au-delà de leur vision tactique, parce que ces deux grands tacticiens sont également des personnes qui ont une bonne vision, une bonne sensibilité au niveau de la gestion du groupe, au niveau de la gestion des égos. C'est là que la différence se fait désormais. Ce n'est plus dans la capacité d'un entraîneur à lire le jeu ou à faire ceci ou cela. Si un entraîneur n'a pas son groupe avec lui, s'il ne réussit pas à mener tout le monde à tirer dans la même direction, il lui est difficile de réussir. Zidane l'a prouvé avec l'équipe du Real. Les autres peut-être auront Guardiola le prouve tout le temps. C'est vrai que lui c'est déjà un super tacticien, mais il réussit toujours à faire de son équipe un véritable groupe des joueurs qui adhèrent à ses principes de jeu et qui tous ensemble tirent dans la même direction. Donc aller prendre un entraîneur expatrié comme cela s'est fait ces derniers temps, qui va arriver, qui ne connaît pas les mentalités camerounaises, les spécificités du fonctionnement camerounais, avec tous les manquements qu'il y a au niveau de l'environnement des Lions, on va dire quoi, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, et la bêtise, comme disait Einstein, consiste à faire les mêmes choses en espérant un résultat différent. Alors, Billy Tanga, technicien de football, je préfère cette expression que coach, parce qu'il a plus d'une cartouche dans son âme, toujours aussi direct, et peut-être il faudrait, Martin Mapat... Il a fait la promotion des coachs locaux, il faut le dire. Non, il faut moi je crois beaucoup à la nationalisation. Il a fait la promotion des coachs et tous les arguments, tu vois, tous les arguments qu'on sort pour disqualifier les entraîneurs camerounais, ces arguments-là, je vais dire quoi, il y a toujours une raison pour laquelle on ne fait pas quelque chose. Un enfant qui arrive en retard à l'école, tu lui demandes, il va te dire c'est pour telle ou telle autre raison. Si on veut nationaliser le poste de sélectionneur, il n'y a pas eu réelle objectivité dans le choix de défavoriser les coachs locaux. Peut-être je reviens à vous dans un instant. C'est peut-être l'exemple à suivre du côté de la Fédération camerounaise de volleyball, qui gagne avec ses hommes, avec ses locaux, en dames comme en messieurs. En même temps, on est sur tous les chantiers. C'est le parallèle avec la fédération qui pêche, qui fait du surplace, le football. De l'autre côté, le volleyball qui avance, qui est sur le mondial, qui est sur les Jeux africains, qui est sur la CAN, qui est sur les World Grand Prix. Est-ce qu'il faut peut-être se dire que c'est un problème politique à la base qui empêche que ces différentes entités se mettent en place? Parce qu'on l'a vu, ça fonctionne ailleurs, le cas du volleyball dont vous faites partie. Oui, ce n'est pas qu'au volleyball. Ailleurs en Afrique, on a des cas qui sont... Non, pour rester local, pour trouver l'exemple juste à côté. Oui, en fait, pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut se rendre à l'évidence que les expatriés qu'on a jusqu'ici utilisés, ils n'ont pas fait un résultat meilleur que celui qu'on aurait reproché à un coach camerounais. Donc moi je pense que tant qu'à faire, il faudrait que l'on fasse confiance à des locaux. Quand on a dit au revoir à Peter Nonembroche, on a vu les résultats de Blaise Mayam. Tout à fait. Sans que cela n'enlève de quelque manière que ce soit à la technicité de Nonembroche. Mais bon, je pense qu'il y a une question de feeling, il y a une question de discours, il y a une question d'approche, parce que si je prends le cas de Mayam par exemple, il sait comment s'adresser aux joueurs, il sait comment... Parce qu'il est Camerounais, il comprend la mentalité des Camerounais. Le dernier mot, coach Billy Tanga, on est dans les arrêts de jeu. Je dis tous les arguments qu'on sort pour disqualifier les entraîneurs camerounais par le simple fait de leur nationalité sont des arguments qui sont fallacieux pour le poste de sélectionneur national, il faut le dire. On va dire quoi? Ils sont moins payés que les joueurs professionnels qui arrivent. Mais c'est le cas en Europe. Les joueurs, Didier Deschamps n'est pas plus payé que Kylian Mbappé. Est-ce que ça empêche qu'il donne des ordres à Kylian Mbappé? Lorsque Guardiola était au Barça, Samuel Eto'o touchait plus que lui. Est-ce que ça l'empêchait de gérer et tout? Je dis c'est une aberration lorsque tu entends certaines choses. On parle souvent, on dit il y a un problème de sécurité parce qu'au cas où il y a des mauvais résultats, les familles de sélectionneurs peuvent être en danger. Et au Sénégal, on fait comment?
lorsque ça gagne pas là-bas. En Algérie, on fait comment? Et je pense que les Algériens sont de loin plus passionnés que les Camerounais dans le mauvais sens. Donc, voilà. pour ce qu'on connaît de l'extrémisme par rapport à leur culture. Mais ça ne les empêche pas de prendre un entraîneur local. En RDC, on a fait comment pendant longtemps avec Ibengui. Donc, tout ça, c'est des arguments, comment dire, qui tiennent pas la route. Et puis, le Cameroun, il faut le dire, fonctionne beaucoup plus dans le court terme. On ne travaille pas sur le long terme. Chaque fois qu'on prend un entraîneur expatrié et qu'il arrive, on lui demande des résultats à peu près immédiats. Il ne connaît pas la mentalité des Camerounais, il ne connaît pas l'environnement camerounais et on ne lui donne pas le temps de s'adapter. Après 1 mois, après 2 mois, après 4 mois, après 5 mois, les résultats ne sont pas là, on le vire. Clarence Seedorf et l'autre, allez, ils sont partis, comprenaient même pas ce qui se passait autour. Donc, faire les mêmes choses en espérant un résultat différent, c'est de l'idiotie. En tout cas, comprenez l'intérêt et la passion du coach Billet Tanga sur des questions qui préoccupent plus d'un Camerounais. On a vu que ça peut passer avec les coachs locaux. La CAN récente nous donne raison à tous les plans. Léger Tientieux, journaliste de sport, 45 x 2, on a fait les 2 x 45, on est à 3 minutes de temps additionnel, peut-être le mot de la fin, et ce serait quoi? On s'attend la semaine prochaine à une liste au moins, et peut-être la fin du pugilat, FECAFOOT, LFPC, il ne devait pas avoir de pugilat, il ne devait pas avoir de pugilat parce que la fédération reste l'instance fêtière du football camerounais, donc si la fédération a pris ses responsabilités, il faudrait véritablement que la Ligue à travers le président. On ne doit pas nous perdre de temps dans les tribunaux. Général qui est unique en Afrique. Si le président de la Ligue n'avait pas été général, je suis sûr que ce problème serait résolu depuis. Mais comme il est général et comme on connaît le pays, ça commence à traîner quand même. Parce qu'ailleurs, en Algérie, le président de la Fédération algérienne de football avait dissous la Ligue sans que ça ne fasse débat. Il n'y a qu'au Cameroun que tout est sujet à débat. C'est quand même curieux, alors qu'on sait quand même que c'est la Fédération qui répond de son championnat, qui est l'instance fêtière du football au niveau national. Donc, il faudra véritablement qu'on donne des moyens à Rigobert Song de mettre sur pied une très bonne équipe. Je partage le plaidoyer de coach Billet Tanga qui veut voir un entraîneur national sur le banc de l'équipe. Non, mais il faudrait aussi que les coachs nationaux fassent leur preuve au niveau des clubs parce que ça fait pas mal de temps quand même que nos clubs ne parviennent pas assez ici dans le dernier carré des compétitions africaines. Et aussi, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, c'est vrai qu'on a eu un coach local qui a permis à l'équipe nationale de remporter la CAN U17. Il faudrait que dans ce sens-là, que Rigobert Song donne un peu plus d'arguments dans ce sens-là en allant chercher une place qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En tout cas, merci encore à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau, de s'être prêtés au jeu des questions de sport. On évoquera forcément d'autres actualités de sport, le tennis avec notamment les belles prouesses de nos joueuses camerounaises dans les compétitions ITF. On parlera aussi la semaine prochaine du cyclisme et les préludes du Grand Prix international Chantal Biya. En tout cas, on sait que le Cameroun est pour l'instant en compétition, l'équipe nationale, et pourquoi pas l'athlétisme, hein. On a évoqué le MINC, la belle initiative entre la ville de N'Djamena et celle de Kousséri pour le marathon qui a vu encore une fois les Kenyans tout rafler, c'est-à-dire que quand on organise une compétition de marathon, on le fait pour eux. En tout cas, ce sera forcément au menu des prochaines sorties. Merci encore à toute l'équipe technique qui a piloté cette édition du 12 septembre de Questions de Sport. Merci à Billet Tanga, merci à Léger Tientieux, merci à Martin Mapak et à vous qui êtes restés à cette heure. Ne bougez pas, vous êtes sur Canada International. Au revoir.